Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Beaucoup d'entre vous connaissent mon invité. Héros de la célèbre série de TF1 Sous le soleil dans les années 2000, il incarnait le personnage de Grégory Lacroix. Mais depuis quelques mois, Frédéric Debond, de son vrai nom, a du mal à exercer son métier de comédien car il est devenu sourd du jour au lendemain. Une épreuve de plus pour Frédéric qui toute sa vie a essayé de chasser ce souvenir atroce du jour où sa mère l'a abandonné. Le comédien, qui ne s'est jamais vraiment remis de l'après Sous le soleil, tente aujourd'hui de refaire surface à travers l'écriture. Il a choisi d'ailleurs de raconter l'envers du décor de cette série mythique dans un livre poignant intitulé Sous le soleil, pas exactement. Vivre FM, c'est vous commence maintenant. Frédéric Debond, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Vivre FM. Je suis ravi de vous recevoir. Pendant une heure, nous allons revenir sur votre parcours de vie que vous avez déjà raconté il y a quelques années, en 2013, dans ce livre qui s'intitulait « J'aurais voulu être le fils de quelqu'un », chronique d'un abandon. C'était publié chez Michel Lafon. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouvel ouvrage intitulé « Sous le soleil, pas exactement », publié aux éditions La Boîte à Pandore. C'est coécrit avec le journaliste Dominique Lozac. Livre dans lequel vous exprimez vos émotions, vos joies, mais aussi vos colères procurées par cette expérience télévisuelle qui a été Sous le soleil, un grand succès pendant les années 2000. Vous interprétiez le rôle de Grégory Lacroix, les Français s'en souviennent. Pourquoi ce livre, Frédéric Debond ? On imagine que ça vous a procuré beaucoup de joie, mais pourquoi des colères ? Alors, je l'explique bien à l'intérieur du livre. Il y a un passage où je dis que dans la vie, j'ai tendance à dire je t'aime un peu trop vite. Et ça peut créer des problèmes parce que on connaît pas forcément la personne à qui on le dit. Et puis ensuite, les jours passent et puis on se rend compte qu'on n'aurait pas dû dire je t'aime aussi vite. Donc c'est un peu un parallèle par rapport au fait de signer un contrat. J'ai signé ce contrat à l'époque un peu trop vite parce que j'étais en plein mouvement, j'arrêtais pas de tourner et j'avais envie de me poser un petit peu et d'avoir quelque chose de plus stable et de plus long dans la durée. En fait, j'avais une envie d'embourgeoisement, on va dire. Et je me suis rendu compte en interprétant ce rôle et en prenant connaissance des desiderata de la production et de TF1 que tout ça était beaucoup trop lisse par rapport à la personne que je suis et que j'étais juste pas le bon acteur dans le bon costume. Mais je m'en suis rendu compte, mais j'avais déjà signé le contrat. Donc j'ai dû faire le boulot quand même. Du coup, c'est ce que vous expliquez, vous n'étiez pas vraiment à votre place, on va y revenir tout au long de cette émission. Je cite Dominique Lozac qui vous a aidé à écrire ce livre. Il écrit « Sous le soleil aura réchauffé de ses rayons beaucoup d'années de sa vie, mais aura aussi été la cause de ses bleus à l'âme. Je crois qu'il est important que cette tranche de sa vie noircisse les pages de ce livre. » Pourquoi aujourd'hui il est important pour vous de dire la vérité et ce qui s'était passé toutes ces années ? Parce que j'ai fait ce livre à la demande des fans et que je suis à une période de ma vie où je pense qu'il est important non pas de régler des comptes. En fait, les seuls comptes que je règle dans ce livre, ce sont des comptes avec moi-même. Hein, c'est une sorte de... Je remets un peu les pendules à l'heure. En fait, j'ai voulu faire passer 2 messages dans ce livre. J'ai voulu dire que non, les gens qui regardent des séries télévisées ne sont pas une bande de débiles profonds, puisque je les connais, puisque j'ai affaire à eux par le biais des réseaux sociaux depuis maintenant presque 20 ans. Et j'ai voulu expliquer la difficulté que c'était d'interpréter un rôle en ayant conscience de ne pas être le bon personnage. C'était pour dire aux gens, simplement, pour expliquer aux gens ce que peut être la vie d'un acteur, que tout n'est pas toujours rose. Là, en l'occurrence, le cadre, c'était les paillettes, c'était les villas à Saint-Tropez, c'était les belles filles, les beaux garçons. Mais j'avais envie d'expliquer que moi, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de lisse. J'ai voulu inviter les gens à aller au-delà de l'image. J'ai fait quasiment toute ma carrière basée sur ce que je dégageais physiquement. Je vous parle pas d'aujourd'hui, hein. Mais j'ai toujours pensé, je le pense toujours, que on n'est pas responsable de ce qu'on dégage physiquement, c'est génétique, on ressemble à son père, on ressemble à sa mère. Par contre, on est responsable de ses choix. Et j'ai voulu dire à travers ce livre que peut-être, ce jour-là, je n'avais pas fait le bon choix. Et peut-être qu'un autre acteur aurait mieux convenu, et en tout cas, ça aurait été moins difficile pour lui.
que ça l'a été pour moi. En tout cas, on va revenir sur ce que vous écrivez dans ce livre qui s'intitule Sous le soleil, pas exactement. On comprend un petit peu ce que vous avez vécu pendant toutes ces années de tournage de cette série phare. Dans ce livre, vous revenez aussi sur un événement un peu plus personnel qui a changé votre vie, votre surdité. Et pour attaquer ce passage, je me permets de citer un extrait de votre livre, page 109, que j'ai trouvé à la fois bouleversant et magnifique. Je vous cite: le décor est plombé, une église, un arbre nu, un sourd assis sur les marches qui tire sur sa clope, un homme qui joue du violon pour un arbre et pour un sourd, des avions qui passent, je les vois mais ne les entends pas, où vont-ils et l'homme au violon, d'où vient-il? Est-ce que un jour ou une nuit j'écouterai de nouveau? C'est vous qui avez écrit ça, je trouvais ça assez sympa. Vous étiez où lorsque vous avez écrit ça? C'était lors de mon hospitalisation au CHU d'Orsay, ville. Et j'ai beaucoup de difficultés avec l'enfermement. Donc je ne supportais pas le cadre de la chambre. J'avais besoin de sortir tout le temps. Et c'est vrai qu'un jour, il y avait une église en face. Moi, je suis assez cubéni, hein. Enfin, je l'étais, parce que je vais vous raconter une petite anecdote après. Donc, une église, je vais m'asseoir sur les marches. Et je vois ce type qui joue du violon et je n'entends évidemment rien. Donc, j'essaye de m'imaginer que le lendemain, je vais écrire des paroles sur un air que je n'entends pas. Et voilà, j'ai écrit ce texte-là sur les marches parce que j'écris à la main, vous savez. Je fais comme Coluche. Vous n'écrivez pas à l'ordinateur. Vous aimez pas l'ordinateur? Non, je suis l'homme de Cro-Magnon. Je suis totalement hermétique à tout ce qui est ordinateur, SMS. Tout ça me stresse beaucoup. Quand c'est que vous vous êtes rendu compte que vous n'entendiez plus? Frédéric, racontez-nous. C'était là, il y a encore une symbolique. Moi, je crois beaucoup aux signes. C'était le jour de mes 50 ans, le 18 décembre. Mais le jour pile, hein. C'est-à-dire le 17, je dansais sur Michael Jackson et le 18, je me suis réveillé et j'avais plus rien, plus aucun son, plus rien. Donc en 18 décembre 2014. Vous allez consulter. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à qu'on vous pose un diagnostic? Alors, je suis hospitalisé au CHU d'Orsay, comme je vous ai dit. Ils me font absolument toute une batterie d'examens, genre IRM, scanner, échographie, prise de sang pour voir si j'avais pas la syphilis, parce qu'il paraît que ça peut être un. Ah bon? Oui. Bon, je n'avais rien de tout ça. Ils n'ont rien détecté au scanner. A priori, j'étais tout à fait normal, sauf que je n'entendais plus rien. Ensuite, je suis sorti de l'hôpital. Ils m'ont laissé comme ça pendant 5 mois, avec mes acouphènes et avec mon silence de l'autre côté. Et j'ai décidé à l'époque de communiquer par voie de presse pour expliquer le fait que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est quand même un énorme bouleversement. Quand ce genre de choses vous arrive, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, mais tout est chamboulé. Vous ne réagissez plus de la même manière. Tout le côté émotionnel est complètement balayé. Il faut tout réapprendre, absolument tout. Donc je suis sorti du CHU d'Orsay, je suis resté comme ça pendant 5 mois, et j'ai sorti cet article dans un magazine que je ne citerai pas, pour dire aux gens ce qui m'arrivait. Et j'ai une fan de Belgique qui m'a écrit en me disant: écoute, ma mère a un ORL qui est formidable à Bruxelles. Je lis dans le journal que les médecins n'ont rien détecté. Tu dois forcément avoir quelque chose. Va voir l'ORL de ma mère, ça ne te coûte rien. Je suis allé en Belgique. J'ai rencontré cette ORL en l'espace de 5 minutes pour 5 mois d'enfer. Il m'a détecté une labyrinthite aiguë. Il a mis un nom sur ma pathologie. Parce que pendant 5 mois, vous étiez vraiment dans l'inconnu. On vous a. J'étais dans l'expectative la plus totale. Le corps médical français m'avait laissé croire que c'était d'origine psychologique. Vous vous rendez compte? Donc, la labyrinthite aiguë est une infection qui est due a priori, une tique. A priori, c'est ce qui s'est passé. J'ai une tique qui est rentrée dans mon oreille interne et qui a complètement bouffé tout l'intérieur de mon oreille.
il faut savoir que c'est une maladie qui, si elle est prise à temps, si vous prenez un traitement à temps, elle se soigne au même titre qu'une angine. Là, je l'ai gardée pendant 5 mois. Donc 5 mois sans traitement. Donc ça m'a bousillé complètement l'oreille gauche. Et là, il me reste 20% de celle-là. Donc ce médecin que j'ai vu en Belgique m'a donné un traitement de cheval. Et après, j'ai rencontré un prothésiste et on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qui me restait de celle-là. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire je peux pas écouter de musique, je peux pas... Enfin bon, Là, aujourd'hui, vous m'entendez, je le précise à nos auditeurs grâce au casque, mais vous n'avez pas d'appareil. Ça n'a pas marché sur vous, c'est ça? J'en ai essayé 5. C'était nul, parce que le niveau qui me reste est trop faible. Et là, j'en suis à ma 6e prothèse. Alors, c'est une prothèse intra, hein. Je peux la retirer, l'enlever, la remettre. Mais par exemple, quand vous me parlez, je n'entends pas votre voix. J'entends une voix très robotique. Vous savez, genre Robocop. Et la musique, c'est même pas en rêve. Hein. D'accord. Je vois tous les albums défiler. J'imagine qu'il faut réapprendre à vivre avec cet handicap. C'est un handicap au quotidien. C'est un handicap quotidien. C'est un handicap. Alors, il faut savoir que pour les gens qui ne connaissent pas, les acouphènes, il faut que vous vous imaginiez le bruit d'une chaudière qui tourne à plein régime en haute montagne l'hiver, du matin au soir, dans la tête. Et qu'il n'y a absolument aucun remède à ça. Du coup, on ne peut pas soigner ça. Ouais, ça se soigne pas, c'est irréversible. Non, ouais. Donc il y a des jours où vous avez envie de prendre une perceuse et de vous la foutre dans l'oreille pour arrêter le bruit. C'est un enfer. Est-ce que l'écriture vous a permis, justement, vous avez sorti ce deuxième livre, je pense que vous avez des projets d'autres livres. Est-ce que l'écriture, maintenant, vous a permis à surmonter cette épreuve aussi? On dit souvent que l'écriture, c'est un peu... Disons que quand j'écris, j'ai pas d'acouphènes. Vous voyez? C'est le principe même... quand vous consultez et que vous allez voir des sophrologues, parce que ça fait partie du cursus, on vous explique que si vous avez un but dans votre vie, que ce soit par l'écriture ou une histoire d'amour, par exemple, ce qui, je vous l'avoue, m'a déserté totalement depuis, mais bon, ça va revenir, je n'ai pas dit mon dernier mot, il faut avoir des passions. Je pense que l'écriture en est une, et ce livre m'a aidé, il ne m'a pas réappris à vivre, mais il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé. En tout cas, j'ai pris 1000 fois plus de plaisir en 3 mois d'écriture qu'en 10 ans de tournage. Qu'en 10 ans de tournage de Sous le Soleil. Restez avec nous, Frédéric Deband. Dans un instant, on continue de parler de ce livre qui s'intitule Sous le Soleil, pas exactement. C'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. À tout de suite sur Vivre FM. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous, Jean-Baptiste Bergès. C'est la seconde partie de Vivre FM, c'est vous, avec le comédien Frédéric Deband. Aujourd'hui, notre invité sur Vivre FM. Il vient nous présenter son deuxième livre. Il s'intitule Sous le Soleil, pas exactement. C'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. Livre dans lequel vous revenez sur ces nombreuses années de tournage, sur les dessous de cette série culte de TF1, dans laquelle vous jouiez le personnage de Grégory Lacroix à l'époque. Les Français s'en souviennent. Livre dans lequel vous racontez aussi le jour où vous êtes devenu sourd, une expérience qui a bouleversé votre quotidien. On vient d'en parler. Avant de continuer à parler de ce livre et des dessous du tournage de Sous le Soleil, j'aimerais bien revenir un petit peu sur votre parcours de vie, Frédéric. Vous l'avez raconté il y a 2 ans dans un autre livre qui s'intitulait « J'aurais voulu être le fils de quelqu'un ». Vous avez raconté votre enfance marquée par l'abandon de votre mère à la DAS. Est-ce qu'il y a un lien entre cet événement et votre envie de devenir comédien? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien? Est-ce que c'est justement cette enfance, ce manque d'amour? Je pense forcément qu'il y a un lien. En tout cas, ça a eu un effet. J'avais rien prévu. Je n'avais rien prévu. J'avais pas prévu d'être comédien. Je suis resté aux Antilles, à Saint-Barth, jusqu'à l'âge de 19 ans, de 15 ans à 19 ans, parce que j'étais un peu rebelle déjà à l'époque, donc j'ai fait une fugue. J'ai fait chic. Je suis allé à Saint-Barth. Pas mal comme destination. Mais je n'avais rien prévu dans ma vie. Les choses se sont fait un petit peu par hasard. J'ai fait quelques photos de mode parce qu'à l'époque j'étais pas mal, mais bon, j'ai su tout de suite que c'était pas pour moi, c'était beaucoup trop statique. Et puis on m'a foutu sur un casting. C'était un film avec Delon,
réalisé par José Pinheiro. C'était un petit rôle, j'avais une phrase à dire. Et après, j'ai rencontré Cyril Collard, le réalisateur des Nuits Fauves. Je ne sais pas si votre génération s'en souvient. On connaît un petit peu. Un petit peu, d'accord. Et lui il a eu un effet déterminant sur ma carrière parce que j'aimais beaucoup les films de Maurice Pialat. Il a été l'assistant de Pialat pendant quelque temps. Et là, ça a été une vraie thérapie pour moi parce que j'ai beaucoup tourné, et j'ai beaucoup tourné de séries à l'époque. Et j'ai découvert ce que pouvait être la vie de famille à travers la fiction. C'est-à-dire que j'avais des pères et des mères de fiction comme Marie-Josée Nat, Victor Lanoux, Georges Wilson, Daniel Darieux, Gérard Klein, Aurore Clermont. J'avais des frères de fiction. J'ai découvert la fratrie. Bon, il y a juste une chose que j'ai eu un tout petit peu de mal à comprendre, c'est que c'était des contrats à durée indéterminée. Moi, à chaque fois que je signais pour une série de 6 mois, je disais papa, maman, mais pour moi, c'était pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pu prendre une femme dans mes bras, qui était ma mère, en l'occurrence dans le film, la serrer dans mes bras et lui dire je t'aime maman. Ça a été un peu dur au début, le maman était un peu dur à sortir. Mais si vous voulez, pour moi, chaque fin par exemple, je n'allais jamais au pot de fin de film parce que j'ai compris que l'aventure s'arrêtait là et que à partir de l'après fin de film, je retomberais dans cet état d'abandon. C'était comme une forme de nouvel abandon pour moi. Vous auriez aimé tisser des liens plus profonds avec les gens du métier? Pas les gens du métier. Avec cette mère, que ce soit Marie-Josée ou que ce soit une autre, oui, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que c'était hyper agréable et parce que j'étais dans la découverte et que j'étais dans une sorte d'affect que je ne connaissais pas. Je découvrais des je t'aime que je ne connaissais pas, qu'une mère qui n'était pas la mienne me disait, et ça c'était plutôt très agréable et très réconfortant. Si vous voulez, le gros avantage, si tant est que ça puisse être un avantage, c'est que vous avez des gens qui vont chez le psy s'allonger devant une espèce de connard qui écoute pas du tout ce que vous dites, et en plus vous devez le raquer. Je crois que c'était très cher à l'époque, c'était 500 balles. Là, l'avantage, c'est que vous vous guérissez de vos blessures, et en plus vous êtes payé pour le faire. C'est quand même assez luxueux. Vous n'avez pas l'air de porter les psys dans votre cœur? Non, mais ça c'est un truc qui est lié à l'enfance, c'est-à-dire que quand vous faites ce cursus de la DAS et tout ça, vous avez des évaluations. Comme on ne nous considère pas comme des enfants comme les autres, on doit savoir si on est normaux le plus souvent possible. Donc tous les 3 mois, vous retrouvez devant un psy ou une psy, et vous avez devant vous vous avez des triangles, vous avez des ronds, des rectangles, des formes octogonales, et vous devez faire rentrer un rond dans un triangle. Donc là, pour moi, dès le départ, les psys, c'était mort. Je me disais. Donc non, je ne suis pas très branché psy. Frédéric Debon, par la suite, on se rappelle aussi de votre rôle dans Les Cœurs brûlés sur TF1, puis vous arrivez sous le soleil. Au départ, ça vous branchait pas trop. C'est ce que vous racontez dans votre livre, d'accepter cette série. Qu'est-ce qui vous a fait décider? Alors, je vais déjà vous dire pourquoi j'avais pas, et je l'ai d'ailleurs expliqué dans le livre à Julie Philippe, la directrice de casting. J'ai tourné dans Les Cœurs brûlés. Les Cœurs brûlés, pour moi, c'était une étape très importante parce que je venais de passer le cap de la trentaine. Jusqu'alors, je n'avais tourné que des films et des séries où j'étais le fils de. Je n'avais pas eu de rôle d'homme. J'avais eu le rôle de fils de. Et je voulais, à l'âge de la trentaine, jouer un personnage qui m'installe en tant que... Ça va, j'avais 30 balais, j'avais roulé ma bosse. Bon, là, tout d'un coup, je me retrouvais l'amant de Mireille d'Arc. Je trouvais que c'était quand même pas mal. En plus, c'était un personnage qui avait un peu la même violence que moi, parce que j'ai beaucoup de violence à l'intérieur de moi. Donc, c'était bien. Mais bon, la série a eu un succès énorme. On faisait
14 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs pendant 8 semaines. Et c'était effectivement une série très populaire, mais j'ai eu 6 mois de placard après. C'est-à-dire, les gens du métier, ici, quand vous faites un succès populaire, vous foutent dans un placard et ils ne vous en sortent plus. Vous voyez ? Donc, je ne voulais plus. J'ai refusé de faire la suite des Cœurs brûlés à cause de ça. Parce que vous n'aviez pas envie, justement, d'avoir l'étiquette de ce personnage. J'aime pas les étiquettes, mais en même temps, les étiquettes, ça se décolle, hein. Vous voyez ? Mais ce qui m'a décidé à partir sur cette série, bon, alors déjà, comme je l'explique dans le livre, une bande de, moi je les appelle les teenagers coppolesques, parce que j'adore les films de Coppola. Là, je suis plus dans mon univers chez Coppola, mais bon, je suis pas dans le bon pays. Tous ces jeunes qui ont des belles baraques, des belles piscines, il y en a pas un qui travaille et tout ça, ça me, j'y croyais déjà pas du tout au départ. Ce qui m'a convaincu à le faire, c'est la présence de Roméo Sarfati. Qui joue votre frère dans la série, hein. Voilà, et avec qui j'avais tourné sur Une famille formidable. Je pense que je raconte notre première rencontre à Sintra au Portugal. Sur la plage, au Portugal. Oui. Je vous dis ça parce que je ne relis jamais ce que j'écris. D'accord. Mais je vous confirme que vous le racontez. Donc c'est sa présence qui m'a... Je trouve que dans la vie, il y a des gens qu'on rencontre, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Et le jour où j'ai rencontré Roméo, je me suis dit que c'était certainement le frère que je n'avais jamais eu et que j'aurais rêvé d'avoir. Donc, si ça pouvait se concrétiser par le biais d'un tournage, c'était suffisant pour moi pour accepter de faire ce film, cette série en tout cas. Donc, vous acceptez la série Sous le soleil. Au départ, personne ne peut prédire le succès qui va s'en suivre. Vous acceptez, mais malgré tout, vous racontez dans le livre, et notamment à la page 11, vous dites « Pour moi, la plupart du temps, les journées qui commençaient étaient synonymes de bataille intérieure. J'avais un problème avec la forme. » Vous mentionnez, c'est chiant d'être un mec torturé. J'étais en guerre avec moi-même et le reste du monde. Donc, c'était pas une partie de plaisir pour vous, ces tournages? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis arrivé sur la série, j'avais 30 et quelques balais, déjà. J'avais fait une 40aine de films, avec beaucoup de plaisir, sur des scénarios de Jean-Claude Carrière ou de Daniel Boulanger. Enfin, c'était plus des films et des téléfilms d'auteur. Vous voyez, plus proche de ce qui me fait vibrer. Et là, j'avais donc 30 ans et je devais faire 10 ans de moins. Donc, c'était la bataille aux cheveux blancs, parce que moi, j'ai eu mes premiers cheveux blancs à 20 ans. Donc, TF1 nous faisait chier avec les cheveux blancs et voulait qu'on se tienne les cheveux, c'était hors de question. Et j'avais énormément de problèmes avec les dialogues, parce que c'était les dialogues d'un mec de 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous racontez que vous réécriviez les dialogues même. Oui, j'arrachais les pages, je gommais, il m'arrivait de me retrouver sur le plateau, il y avait une 40aine de pages de prévues, j'en avais 2 dans la main. D'ailleurs, vous passez pour le mec chiant, un petit peu rebelle. Pas rebelle. Écoutez, moi j'ai besoin, quand je fais quelque chose, je pense que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que vous êtes pas, et quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin de croire en ce que je fais. J'ai besoin de croire en ce que je dis. Et là, en l'occurrence, la plupart du temps, avec les textes qui nous filaient, j'y croyais pas. Soit j'y croyais pas, soit j'avais pas envie de jouer ça. C'était trop loin de moi. Ce qui était compliqué, ce qu'on ressent dans le livre, c'est que vous ne vous retrouviez pas à travers ce personnage, à travers Grégory Lacroix qui souriait, qui était gentil. C'était pas vous, au fond. Ça. C'était trop lisse. Je vais revenir un petit peu sur Saint-Barthélemy, où j'ai vécu pendant 5 ans. Tous mes potes à Saint-Barth étaient des skippers. Je sais ce que c'est un skipper. Et le skipper Madine TF1 de Sous le soleil, c'était tout sauf ça. Ça a été une bagarre dès le départ par rapport aux essais costumes. J'ai écrit un chapitre, je crois, assez drôle sur cette pauvre Marine. C'est la costumière. Et son portant avec les costumes du capitaine Stubbing dans La croisière s'amuse. Bon, ça a été une bataille dès le début, mais en même temps, quand je signe un contrat, je fais le job. Je fais tout ce que je peux. Je donne mon maximum. Mais voilà, ça passe par... Là, en l'occurrence, sur ce tournage-là, avec les mots, ça passait pas. C'était pas... Ils s'étaient pas adaptés pour le mec que je suis.
Restez avec nous, Frédéric Deband. On continue de parler de tout ça et de ces années de Sous le Soleil et de votre livre qui s'intitule Sous le Soleil, pas exactement. C'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. À tout de suite sur Vivre FM. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. On continue de parler de l'époque Sous le Soleil avec Frédéric Deband qui vient nous présenter ce livre qui s'intitule Sous le Soleil, pas exactement. C'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. Vous nous dévoilez un petit peu les dessous de cette série culte de TF1, série quand même qui a été diffusée dans 140 pays. Vous racontez que même au Québec ou au Brésil, on reconnaissait Grégory Lacroix. Comment vous avez fait face à ce succès fulgurant, à cette notoriété? Ça a été compliqué à gérer ou pas du tout Alors, j'ai entendu il y a pas longtemps un acteur sur le divan de Fogiel, qui est un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Giraud, qui disait que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de jouer, et qu'il aurait adoré être acteur quand les médias et les magazines People n'existaient pas. En gros, il aurait adoré être acteur il y a 2 siècles, enfin il y a 200 ans, pardon, il y a 200 ans, juste pour pouvoir jouer la comédie. Moi, tout cet aspect-là me plaît, mais je le rejoins un peu sur ce terrain-là. Moi, j'aurais adoré pouvoir jouer sans qu'il y ait tout le reste. Vous voyez? J'aurais adoré ça. Ça a été compliqué à un moment de pas être justement de se retrouver toujours reconnu et de pas se retrouver seul. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre qu'a écrit mon co-auteur Dominique Lozac, où il est venu me récupérer dans les chiottes. Si, mais c'était la première fois. Quand même. À la goutte d'eau. C'est la première fois où vous êtes confronté justement à cette notoriété et à des fans, des lycéennes qui sortent du lycée, je crois. Ouais. Il faut dire qu'il faut être un petit peu con quand on a une série qui sort et qui fait un carton pareil pour aller boire un café à une terrasse de café à côté d'un lycée de jeunes filles. Ben, j'avais pas calculé. Après, vous êtes plus mis à une terrasse de café après ça. Non, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de mal avec cette série parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'était lié à l'image, en ce qui me concerne, ce que je dégageais physiquement. Il fallait des beaux gosses, des belles filles, et je n'étais plus Frédéric Deband. J'étais Grégory Lacroix. Et ce qui m'agaçait profondément à l'époque, et Dominique en a été le témoin, c'est que dans la rue, à l'époque, j'étais sur Bordeaux, je crois. Dans la rue, toutes les 2 minutes, j'entendais pas Frédéric, j'entendais sous le soleil. Elles étaient en grappe derrière et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. J'essayais de garder le sourire, mais... Est-ce que c'est ça qui vous a fait quitter la série plusieurs fois? Grégory a disparu, puis il est réapparu. Non, non. C'est tout simplement que j'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin de... Vous savez, je peux pas parler au nom de tous les acteurs, mais il faut se nourrir pour pouvoir donner des choses. Si vous mettez pas d'essence dans une voiture, elle va pas rouler. Bon, moi, quand je fais l'acteur, je dis bien quand je fais l'acteur, hein, j'ai besoin d'aller puiser ailleurs avant des choses pour être rempli de toutes ces choses-là, pour pouvoir donner ce qu'on me demande après. Et là, c'était trop répétitif, c'était trop tout le temps. Au bout d'un moment, vous êtes complètement vide de tout. Et c'est très difficile d'aller chercher des émotions. Donc, toutes mes fugues, je les appelle des fugues, que ce soit à Montréal, que ce soit au Brésil, que ce soit... peu importe. Et puis même, je suis allé faire d'autres films pendant Sous le Soleil. J'ai fait Les Filles du Maître de Chez, j'ai fait... c'était juste pour aller m'oxygéner. Vous aviez besoin de vous retrouver seul un petit peu. Alors dans ce livre, vous racontez un petit peu les coulisses des tournages pendant toutes ces longues années. Quel est votre pire souvenir, Frédéric Deband, de ces années Sous le Soleil? Les meilleurs, il y en a plein. Il y a plein de beaux souvenirs dans ce livre, évidemment, mais le pire souvenir? La mort de Stéphane Slima, qui était un de vos amis proches et oui, qui a interprété aussi votre ennemi dans la série. Le rôle d'Alain Dulac. Voilà. Oui, c'est vraiment de loin mon pire souvenir. Irréversible, bien sûr. Vous aviez une amitié qui s'est fondée dès le début avec Stéphane. Oui.
C'était d'ailleurs assez paradoxal parce que moi j'étais le protagoniste, il était plutôt l'antagoniste. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens avec qui il se passe quelque chose comme ça tout de suite, instantanément. Ce livre, vous lui dédiez justement. J'imagine que ça a été compliqué après de reprendre le tournage parce que Sous le soleil a été repris pour le speed-off sur TMC 10 ans après l'arrêt. Ça doit être compliqué de reprendre le tournage sans Stéphane, sans les autres aussi. Moi, j'y suis allé parce que on s'était parlé peu de temps avant que Stéphane aille faire un tour ailleurs, et on s'était promis de se retrouver là-bas. Donc, il était pas là-bas, bien sûr. Moi, j'y suis allé dans l'espoir de l'apercevoir. C'est très, ce que je vous dis est très. Je le raconte dans le livre. Je suis allé m'asseoir devant son studio et tout. Mis à part ça, je me suis pas retrouvé du tout sur le même tournage que Sous le soleil. Ça n'avait strictement rien à voir. Déjà parce que la protagoniste était Adeline Blandiot. À mon avis, c'était pas le meilleur choix à faire sur les 3 filles. Et que c'était plus TF1 qui produisait, mais TMC. Donc on avait plutôt l'impression de tourner un court-métrage. J'adore les courts-métrages. Les vrais. Mais ça avait plus la même saveur forcément. Non. Ça n'avait plus la même saveur et qui plus est, j'ai pas été très gâté au niveau des textes. J'ai dû avoir 4 jours de tournage. Ce qui est très très peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric Debon, après l'arrêt de Sous le soleil pour vous? Il y en a eu plusieurs, alors après lequel? Après l'arrêt du premier Sous le soleil, mais l'arrêt définitif. Avant de réintégrer le spin-off, ça a été compliqué pour retrouver des rôles, pour vous démarquer de cette image de Grégory Lacroix dont on parlait tout à l'heure? C'est-à-dire que je n'avais aucun casting. Le téléphone ne sonnait plus. Mais bon, il y a plein de comédiens qui ont connu ça. Roland Giraud l'expliquait très bien. Et vous en prenez un petit peu justement à ces producteurs, ces décideurs, comme vous les appelez. Oui. Ces gens qui vous mettent dans des cases et qui vous appellent plus sous prétexte que vous avez connu le succès. Oui. Alors, je leur pose la question, justement. Vous faites des films pourquoi? Pour que ce soit des bides ou des succès? Alors, je sais que les choses ont énormément évolué parce que maintenant, les acteurs qui tournent dans les séries, plus sur le service public, pas trop sur TF1, mais on les retrouve au théâtre, on les retrouve un peu partout, on les retrouve dans plusieurs séries. Mais moi, je sais qu'à l'époque, nous, on a connu le placard, quoi. On a vraiment connu le placard. Et donc, forcément, la vie change du tout au tout. Je suis passé par la case, mais ça, je l'ai écrit c'est Dominique qui l'a écrit parce que je n'avais pas envie d'écrire ça. Je suis passé par la case. Et d'ailleurs, le chapitre est très drôle. La case RSA. C'est RSA? Oui, c'est RSA. Oui. Moi, je savais même pas que ça existait, évidemment. Donc, pourquoi vous aviez pas écrit... Alors, c'est Dominique Lozac qui a coécrit le livre avec vous, qui a écrit ce chapitre-là, mais pourquoi vous aviez pas envie de parler de ça? De cette étape-là? Parce que, je sais pas si vous avez lu mon premier livre, je l'aurais pas écrit aussi bien que lui. Si moi je l'avais écrit, ça aurait été plus violent. Disons qu'il a été... Il a su trouver les mots et les formules. Dominique a eu... Il y a une question de distance quand on écrit, comme quand on joue, c'est pareil. Sauf qu'on peut pas prendre quelqu'un pour jouer à votre place. Mais l'intervention de Dominique Lozac dans ce livre a été très importante parce que il a été le témoin de tout ça. Il a été le témoin. Donc, c'est comme mettre une loupe sur un événement qui se passe. Lui, moi, quand j'ai lu, parce que j'ai lu ce qu'il avait écrit, ça m'a fait marrer. Je pense que si moi je l'avais écrit et que je l'ai relu, bien que je ne relis jamais, ça ne m'aurait pas fait rire du tout. Il en a fait quelque chose de drôle, mais c'est pas génial. C'est pas génial du tout. C'est pas génial. Frédéric Debon, quels sont vos projets maintenant? Un autre livre peut-être? Vous avez vraiment envie de continuer dans l'écriture? Alors, je voudrais dire qu'en tant que comédien, en tant qu'acteur, jusqu'à présent, je vais avoir 52 ans. J'ai l'impression d'avoir donné 30% de ce que je peux donner. J'ai l'impression que le meilleur reste à venir. Et le meilleur, je vais vous dire par quoi il va passer. J'ai déjà commencé à écrire
mon prochain livre, qui va s'appeler Le journal d'un malentendant et ses malentendus, que je vais porter sur scène. D'accord, dans un spectacle. Seul. J'appellerai pas ça un stand-up, parce que je déteste les anglicismes, je trouve qu'on en est envahi. J'appellerais plutôt ça un seul en scène. Parce qu'il faut savoir que je vous disais tout à l'heure que je croyais aux signes. Je ne peux pas croire que cette chose-là me soit arrivée le jour de mes 50 ans, pour rien. C'est soit je me suis pris un énorme coup de bâton sur la tête, qui me disait arrête tes conneries. Toujours est-il que je peux pas ne pas partager cette aventure. Je me suis retrouvé cet été dans un festival de sourds et de malentendants qui se passe à Reims, qui s'appelle le Festival du Clin d'œil. Alors au départ, ils se demandaient ce que je foutais là, parce que j'étais dans un stand de fringues. J'avais été invité par le créateur, et j'étais là avec mon petit stock de livres, et les gens me regardaient comme un extraterrestre, parce qu'évidemment, ils me reconnaissaient. Mais ils ne savaient pas. Et au bout du deuxième jour, ils sont venus vers moi, parce que je dirais pas que ce sont des gens assez particuliers, mais ils sont quand même dans leur monde. Pour le vivre maintenant depuis un an, ça se rapproche, je pense, d'une certaine forme d'autisme. On est un peu enfermé dans une bulle, vous voyez, et on a plus de mal à aller vers les gens. Donc, ils ont quand même mis 2 jours avant de venir vers moi. J'ai fait la rencontre d'Emmanuel Laborie aussi, et je veux consacrer mon prochain livre à ça, et je veux aller seul en scène, parce que ils m'ont dit qu'ils se sentaient très abandonnés, très laissés sur la touche, parce que je vais vous expliquer une chose avec cet handicap. Je me retrouve confronté à ce problème à l'heure actuelle, parce qu'évidemment, je ne peux plus gagner ma vie en tant que comédien, à l'heure où je vous parle, d'accord ? Je suis toujours dans les mêmes conditions. J'ai fait une demande à la MDPH pour une allocation d'handicapé, à laquelle j'ai droit. Je suis handicapé. L'emmerdement, c'est que je porte beau encore. Vous voyez ? Je veux dire, j'ai pas un bras coupé, j'ai pas une jambe coupée, et que ça fait le problème, c'est un handicap qui se voit pas, donc forcément ça ne se voit pas. Donc ça fait 2 fois qu'ils me la refusent, mais ils vont pas me la refuser 3 fois parce que je vais monter au créneau, je vais les faire chier. Donc pour en revenir à ces gens que j'ai rencontrés au Festival de Reims, ils m'ont dit, ils aimeraient beaucoup avoir quelqu'un de connu, de populaire, qui n'ait pas honte et qui n'ait pas peur de montrer cet handicap et d'en parler. Et je pense que si je dois voir un signe dans ce qui m'arrive, je pourrais peut-être le prendre comme une sorte de mission. Je vous dis pas que je vais devenir la Rosa Luxembourg des malentendants et des sourds, mais je ne peux pas ne pas en faire quelque chose. Le sujet de mon premier livre était très fort, puisque c'était la quête d'un enfant après l'amour de sa mère. Pour le second, il fallait que je trouve un sujet. J'étais pas très convaincu par Sous le soleil. C'est Dominique Lozac, mon co-auteur, qui m'a convaincu de le faire. Il fallait quelque chose de fort et de puissant. Et j'ai réussi à trouver cette force dans le déni. Pour ce 3e livre, je pense que le sujet est suffisamment fort pour me donner envie de l'écrire. Et vous reviendrez évidemment nous en parler, Frédéric Deband, ainsi que de votre spectacle. Je rappelle que vos fans peuvent vous voir au Salon du Livre de Cosne-sur-Loire dans la Nièvre le 27, 28 et 29 mai. Vous leur présenterez le dernier livre, donc Sous le soleil pas exactement, c'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. Merci beaucoup d'être venu sur Antenne de Vivre FM, c'était un plaisir. Et à une prochaine fois alors. Je vous en prie, et j'embarque votre casque avec moi. Ah ben ouais, et puis le studio entier si vous voulez. Au revoir Frédéric. Au revoir, merci beaucoup. Vivre